Chers internautes, bonjour, amis maoniennes et maoniennes. Bienvenue dans votre émission Maoni, émission dédiée à l'Afrique et à toute jeunesse intéressée par ce continent. La diaspora a transféré au cours de l'année 2016 plus de 65 milliards de dollars sur le continent, selon les chiffres de la Banque mondiale. Cela représente 2,5 fois l'ensemble des aides publiques au développement perçues par les pays africains sur cette période écoulée. La diaspora est donc un acteur incontournable, majeur de la vie économique des populations africaines. Mais qui est cette diaspora? De qui se compose-t-elle? Comment la structurer? Comment permettre à cette économie de soutien aux familles de devenir une véritable politique d'investissement sur le continent? Telles sont entre autres les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui au cours de cette émission avec nos invités qui ont eu l'élégance d'accepter notre proposition d'intervenir sur ce sujet ô combien important, tant pour les populations locales que pour celles et ceux qui vivent dans la diaspora. Alors, ce matin, nous avons sur notre plateau Monsieur Juste Bruce. Juste est de nationalité togolaise, il est né à Lomé, où il a passé une grande partie de son enfance. Donc, c'est l'envie de découvrir d'autres cieux qui t'a poussé à venir en France pour la poursuite de tes études. Tu es diplômé d'un master en management et performance de projet digital ainsi que d'une licence professionnelle en comptabilité. Et tu es aujourd'hui administrateur général et cofondateur d'Alliance Case, qui est un cabinet de conseillers de management. C'est bien le cas. Bonjour Juste et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, nous avons aussi sur le plateau Monsieur Cyrilo Louki. Cyrilo est fondateur de la structure FIS Organisation, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur leurs projets relatifs au système d'information. Tu as piloté dans ce cadre plusieurs missions stratégiques avec des grandes institutions françaises et européennes, notamment la Banque de France, HSBC, BNP Paribas, pour ne citer que cela. Tu es actuellement directeur Alliance Diaspora au sein de l'entité AGIP, qui est une structure du MEDEF, le MEDEF qui est le patronat français. Donc AGIP qui est destiné à promouvoir l'entrepreneuriat et la formation des jeunes en Afrique. Tu es également candidat au poste de Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, une structure qui a été mise en place par les autorités togolaises pour la diaspora. Bonjour Cyrilo et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant, chers internautes, n'hésitez pas à liker, à rebondir sur les différentes interventions qu'il y aura aujourd'hui et à partager cette émission autour de vous. Alors, Cyrilo, à titre préliminaire, je voudrais revenir sur ce poste de Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui est une structure, comme elle a dit, mise en place par les autorités togolaises. En quoi consiste-t-il exactement ce HCTE? Alors, merci pour la question. Donc, je ne suis pas encore haut conseiller. C'est une ressemblance tout simplement de ce qui a été mis en place pour le Mali, donc les hauts conseillers des Maliens de l'extérieur. Donc une réplique, pour ne pas dire copie conforme. Qu'est-ce que cela représente véritablement? C'est tout simplement la représentation des associations de la diaspora togolaise à l'étranger. Donc qui veut dire que pas seulement en France, mais au travers du monde. Et pour ce faire, donc la DTE, la Direction des Togolais de l'extérieur au sein du ministère des Affaires étrangères du Togo, a mis en place ce projet. Au travers duquel il y aura, dans une semaine, 77 délégués qui seront élus. Et donc, de ce que je sais aussi par rapport aux informations fournies par la DTE, c'est que le travail donc, des délégués sera tout simplement de fédérer ces associations pour que justement, dans l'introduction que tu faisais au niveau des transferts de fonds, il puisse y avoir aussi une émergence d'un fonds qui puisse être centralisé par la diaspora vers le Togo. Et pour faire ce travail-là, il faut effectivement le faire. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut le faire. Voilà, on demande aussi tout simplement aux Togolais de l'extérieur de participer amplement. Et à cet effet, il y aura un forum qui sera mis en place les 28 et 29 novembre à Lomé,
autour de ce sujet. De toute façon, nous reviendrons là-dessus au cours de l'émission. Ma première question, on parle là de la diaspora, et le chiffre est quand même parlant, 65 milliards de dollars, plus de 2 fois et demi les aides publiques au développement. Ça veut dire que c'est un acteur non négligeable. Mais si nous revenons à la notion même de diaspora, aujourd'hui, qui est membre de la diaspora? Étymologiquement, pour rappel, la diaspora a une connotation religieuse. Parce qu'à la base, le terme diaspora parle de l'exode des Juifs à la suite de la victoire de Babylone. Mais aujourd'hui, il y a une définition plus contemporaine de qu'est-ce qu'est la diaspora. Donc pour toi, juste, c'est quoi être membre de la diaspora aujourd'hui? Enfin, comme vous le dites, c'est une définition beaucoup plus contemporaine aujourd'hui. Être membre de la diaspora, je dirais, c'est un membre de la diaspora, c'est plutôt tout simplement quelqu'un en fait qui est loin de chez lui, mais qui quand même conserve un certain amour pour sa patrie, qui garde en lui les valeurs de ses origines. Donc là pour moi c'est tout simplement ça, être vraiment membre de la diaspora. Après c'est vrai que ça plus ça va être plutôt philosophique que partisane. Ok, donc c'est vrai qu'il faut aussi faire partie d'une association pour dire être membre de la diaspora, mais après il faut vraiment conserver d'abord l'amour là pour la patrie avant de se prétendre membre du diaspora. C'est vrai, ma question est là. Est-ce qu'il faut un acte positif, un certain engagement avant, parce qu'aujourd'hui en Occident on a des populations plurielles d'enfants, de personnes eux-mêmes d'origine africaine. Voilà, est-ce que d'emblée l'appartenance à la diaspora elle est systématique du fait qu'on ait des origines, ou est-ce qu'il faut un acte positif? Par exemple, ce que je veux dire, on a des gens aujourd'hui qui ne se sentent pas forcément concernés par cet élan de retour vers le continent. Pour toi, Cyrilo, est-ce que ces gens-là, on peut les considérer aussi effectivement comme de la diaspora? Je pense que le choix est donné à chacun de se considérer, faire partie d'une communauté. Et c'est aussi ça la définition de la diaspora, c'est je choisis de faire partie d'une communauté qui ressemble à celle d'où je viens. Donc, lorsque aujourd'hui on est en France et qu'on dit je fais partie de la diaspora togolaise, c'est qu'avec d'autres Togolais, nous nous sommes réunis et nous formons la diaspora togolaise. Donc, il faut laisser le choix aux personnes de se considérer faire partie ou pas. Le fait de dire, toi, parce que tu viens du Togo, tu es de la diaspora togolaise, c'est aussi pousser vers, du moins, mettre dans une case. Et aujourd'hui, on ne parle de la diaspora dans sa définition, en l'occurrence, beaucoup plus que pour l'Afrique. Mais lorsqu'on est en Afrique et qu'on voit les Français venir, est-ce qu'ils forment une diaspora française? On parle plus d'expats. Donc à ce moment-là, il faut aussi relativiser ou utiliser les mots dans de meilleurs contextes. Donc aujourd'hui, moi j'accepte, je fais partie de la diaspora togolaise en France, et il y a d'autres diasporas togolaises dans le monde ou d'autres pays tout simplement, mais c'est un choix voulu. Si de ma double nationalité, je veux me considérer comme français, je peux aussi décider de sortir de la diaspora togolaise et d'être français à part entière, ou français lorsque je vais au Cameroun, voilà. Donc c'est vraiment mon choix, moi. Donc c'est le choix des personnes de décider de leur... Et même il y a une petite astérix, dernièrement, le président Macron organisait un événement à l'Élysée où il a appelé les membres de la diaspora, et à la fin, il a dit, vous êtes les ambassadeurs de la France. Je trouve cela un peu poussé, dans le sens où lorsqu'on est de la diaspora, donc je me considère de la diaspora togolaise en France, en tant que Français, c'est que je suis déjà ambassadeur du Togo en France. Et maintenant, le président français me demande d'être ambassadeur de la France au Togo. Il y a quand même, voilà, et donc à un moment, il faut relativiser, remettre les choses à leur place. Et puis, voilà, je suis français. Si je veux être ambassadeur de la France au Togo, il faudrait peut-être revoir les termes à utiliser et puis ne pas considérer que c'est seulement les personnes de la diaspora d'un pays africain
qui sont ambassadeurs de la France. Voilà. Donc toi, au centre de la décision, tu mets le choix, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel aussi d'appartenir lorsqu'en l'occurrence on a la double nationalité comme je l'ai. Lorsque c'est un Togolais qui vient vivre en France, c'est un étranger, et il décide simplement de rester vivre en France ou d'appartenir à la diaspora togolaise. Donc c'est vraiment un choix. Toujours sur cette question, est-ce que c'est un peu comment dire, forcé comme question, mais est-ce qu'une personne aujourd'hui qui ne se sent pas concernée par l'Afrique, une personne qui a des origines africaines, est-ce une faute aujourd'hui, quelqu'un qui vit loin de ses contrées originelles et qui ne se sent pas concerné par ce qui se passe voilà, enfin, on va pas aller jusqu'à dire que c'est une faute. Non, une faute, je pense, c'est un peu trop moral. Voilà, je comprends. C'est vrai que déjà, d'un côté, il y a rien qui oblige quelqu'un à se rattacher de son pays d'origine. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'enfin, disons que je vais un peu contextualiser la question. C'est que moi, j'ai eu affaire à des gens, enfin, à des Africains qui sont venus en France. Mais après, quand tu leur parles de leur pays d'origine, mais ils n'aiment pas du tout, ils veulent rien savoir. Parce que déjà, tu t'expliques la raison de leur départ. Tu vois, enfin, soit c'est la crise politique, mais ils veulent pas du tout se rappeler et tout. Ce qui fait que il y a eu une rupture avec leur pays d'origine. Mais après, on va pas les condamner pour ça. Mais après, c'est plutôt une question de bon sens que dire c'est une faute. Enfin, c'est pas condamnatoire. Pour rajouter là-dessus, il y a un livre qui s'appelle Je suis noir et je n'aime pas le manioc, qui a été écrit par Gaston Kellman. Je conseille les lecteurs de le lire parce que c'est très intéressant dans ce qu'il dit, c'est que à l'origine, lorsqu'on se définit comme africain et qu'on arrive dans un autre pays, on peut arriver par la suite à changer et dire bon, très bien, je suis noir. Tout le monde sait que les noirs en Afrique adorent le manioc, le guignam, voilà. Mais voir un noir qui n'aime pas, c'est dire mais il y a quelque chose qui n'a pas. Mais c'est son choix de dire dorénavant, je n'aime plus ça, ou voilà. Et aussi, le fait qu'il soit dans un autre pays que le sien, il a épousé la culture peut-être du pays dans lequel il est, il a une autre génération d'enfants qui peut-être sont nés, et ces enfants-là ne connaissent pas du tout l'Afrique, mais ils sont rattachés par la relation avec les parents. Et donc, est-ce que c'est à nous de dire, bah, toi, tu es de l'Afrique, ou c'est l'enfant qui va se définir en disant, je suis de ce pays, avec mes origines, auquel l'enfant veut se rattacher ou pas. Et donc là, c'est encore un choix. Il y a quand même un travail à faire. Absolument, il y a toujours ce travail, effectivement, je pense, pas forcément d'éducation, pour ne pas dire qu'il faut éduquer à ce point, mais d'information. Et donc, il n'y a pas de faute en soi lorsqu'une personne ne veut plus être en relation avec son pays d'origine, mais il faut garder, je pense, l'information, l'éducation, pour qu'on n'oublie pas d'où on vient et ce que ça peut aussi apporter. Et pour compléter ce que monsieur dit, enfin, je disais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt d'ordre philosophique, plutôt moral, c'est-à-dire que qu'on appartient à une diaspora asiatique. Déjà, il faut déjà cultiver cet amour-là, donc de la patrie, en fait, de son pays d'origine, avant de prétendre, enfin, vraiment dire... Ouais, est-ce que c'est juste l'amour? Aujourd'hui, il y a aussi un moment où il faut être aussi pragmatique. Je veux dire, quand on prend, je mets le pied à l'étrier, aujourd'hui, je prends le cas de la France, de populations notamment africaines, qui vivent en France, qui ont certaines difficultés particulières du fait qu'ils soient originaires de tel ou de tel, de tel. Est-ce que ce ne serait pas pour eux une force de pouvoir reconnaître de façon plus structurée leur pays d'origine? Ça leur permettra de mieux s'implanter dans le soit pays d'accueil ou le pays d'accueil, on va dire. Ouais, c'est bien, mais je sais pas, enfin ça dépend. Je sais que ça y a plein de contextes, enfin faut vraiment voir le contexte pour mais bon, je laisse Michel. Si on prend des exemples, par exemple des communautés chinoises, russes ou autres, on va pas dire qu'il y a un problème où ils se mettent tout de suite en communauté. On parle pas de la diaspora chinoise ou diaspora russe. Lorsque c'est l'Afrique, non seulement on veut les détacher
individuellement, donc pays africain par pays africain, mais ensuite il faudrait qu'ils soient forcément en union. Mais ça, c'est un travail qui ne peut se faire que si cette communauté veut travailler ensemble. Bien sûr que l'intérêt pour l'Afrique ou pour les pays africains, c'est que cela se passe ainsi. Puis même des personnes qui vivent sur le territoire. Absolument. Mais lorsque ça ne se fait pas, ce n'est pas une faute en soi. Si une personne, on va prendre l'exemple en France, si un Breton monte sur Paris, fait des affaires, et il n'est pas obligé de rester dans une communauté bretonne de Paris. Donc, il faut aussi considérer de la même façon pour l'Africain qui arrive en France. Sa région initiale, c'est l'Afrique. Mais il n'est pas obligé de se retrouver que parmi les Africains en France. Voilà. Et donc, ouais, c'est assez, je reconnais, c'est une question un peu tirée par les cheveux. Mais si je reste dans cette logique, moi, pour avoir discuté avec quelques personnes, ce qui rend certains encore réfractaires à adhérer à une certaine communauté, c'est le fait qu'il n'y ait pas, voilà, qu'on ne soit pas organisé, etc. Donc ça m'amène à la question de la structure. Oui. Comment structurer la diaspora? On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Hein. Nous allons faire une courte pause maintenant. Chers internautes, amis mahoniennes et mahoniennes, nous sommes de retour pour la seconde partie de notre émission Mahoni, consacrée aujourd'hui à la diaspora africaine. Nous nous sommes séparés sur la question de la structuration de cette diaspora. Donc je reviens vers toi, Cyrilo. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut structurer la diaspora, notamment en ce qui concerne le Togo, où tu sembles être plutôt intéressé à la diaspora togolaise. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour structurer la diaspora? Alors, ce qui peut être fait justement, c'est ce qui est en cours avec les hauts conseillers des Togolais de l'extérieur, qui peut aussi aider justement à mieux connaître qui fait quoi, où, dans quel domaine entrepreneurial, sociétal, culturel ou sportif. Et cette structuration, en fait, elle va se faire automatiquement une fois que les délégués seront élus. Je pense véritablement que pourquoi, par rapport aux autres communautés, par exemple, cette structuration a mis du temps à se faire, c'est tout simplement que lorsqu'une communauté chinoise, par exemple, arrive dans un pays, elle se retrouve assez facilement. Lorsqu'une communauté africaine arrive, elle ne se retrouve pas tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, 54 pays en Afrique, c'est 54 communautés différentes, et dans chaque communauté différente, il y a des sous-communautés. Et donc, la réunification n'est pas évidente. Mais elle existe quand même. Maintenant, c'est de se dire pourquoi, alors qu'elle existe, elles ne travaillent pas forcément ensemble. Et là, je pense qu'il faut repartir un peu sur l'histoire de l'arrivée des premiers Africains en France pour retrouver toute cette perte de confiance jusqu'à aujourd'hui, pour retrouver l'origine même du pourquoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut repartir véritablement sur un travail collectif qui peut arriver à faire émerger certaines choses. Voilà. Juste une idée sur comment structurer la diaspora. Ouais, pour compléter le propos de M. Cyrilo, en fait, déjà, la structuration, déjà, c'est à partir de l'enjeu pour arriver à des objectifs. Okay. Et pour cela, la diaspora, c'est déjà une association, on peut dire ça. C'est des associatifs, c'est l'ensemble de personnes qui se regroupent. Du coup, pour ça, comme vous l'avez dit, ils font un bureau. Et du côté de la diaspora africaine, il faut quand même qu'on arrive à désectorialiser quand même ce secteur, parce que c'est quand même assez très dispersé, je trouve. Et effectivement, si vraiment le rôle de l'ACTE, comme vous le dites, ce serait vraiment d'arriver à créer une fédération et une mobilisation à haute échelle, ce serait super, mais ce serait vraiment une très bonne initiative. Et voilà quoi, du coup, il faudrait vraiment qu'on arrive à repenser ces structurations pour vraiment créer un truc mais unique, un bloc. Et voilà, pouvoir créer une passerelle plus facile entre les pays européens et les pays africains. Voilà, du coup, enfin pas seulement africains, les pays d'origine, enfin en général. C'est vrai, on parle beaucoup de structuration importante, même si on structure à la fin, il y a la forme et il y a le fond. Et ça m'amène à ma prochaine question, notamment sur ce qui concerne l'aide publique au développement par rapport aux sommes qui sont
versés, transférés par la diaspora sur le continent. La différence, c'est que même si cette somme fait plus de 2 fois les APD, on voit que ça nourrit plus de la subsistance qu'autre chose. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut changer cela en fait? Comment est-ce qu'on peut passer de cette économie, cette politique de faire vivre les familles en une véritable politique d'investissement? Ça passe certes par la structuration, mais il faut au-delà des idées bien définies qui puissent amener cette somme à toucher les personnes qui en ont besoin au moment où ils ont besoin. Alors si je peux... Oui. Si je prends par exemple l'exemple du Togo, les chiffres de la Banque mondiale que vous avez donnés en termes général, on sait que pour le Togo, par exemple 2018, il y a à peu près 450 millions qui ont été transférés vers le Togo. Et lorsqu'on regarde en détail de ces 450 millions de dollars, ce n'est pas que de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi des pays voisins africains. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, cet argent qui arrive est d'abord utilisé pour la subsistance, pour l'aide médicale, pour l'aide à la scolarisation et vraiment aux petites choses. Arriver à obtenir autre chose, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le HCTE pour le Togo se met en place. Maintenant, je vais essayer d'élargir au niveau de l'Afrique. Je fais partie d'une autre structure qui n'était pas dans ma bio, qui a été vite, qui s'appelle le Club Efficience. Oui. Le Club Efficience est en train de mettre en place un fonds d'investissement qui va toucher plusieurs pays africains et pour lesquels l'investissement va être fait sur l'entrepreneuriat. Donc ce projet est en cours, ça fait un moment. Il va sortir dès la rentrée. Donc ce sera septembre ou octobre, mais ce sera à la rentrée. Il est en préparation depuis plus de 3 ans. Oui, absolument. Il faut aussi comprendre que la structuration de ce fonds est assez spéciale dans le sens où les fonds arrivent d'un endroit et vont vers 30 ou 50 autres endroits. Et c'est pas la même chose qu'un fonds qui arrive d'un endroit et qui va vers un endroit. Voilà. Et en plus, ce fonds est ouvert au public. Habituellement, les fonds d'investissement sont assez fermés en soi. Techniquement, je ne peux pas entrer dans le détail. Il faut attendre la date de voilà avant de pouvoir. Mais peut-être rapidement, est-ce que ça va être une structure de droit occidental ou occidental? Donc Efficience Africa Fund, c'est le nom qui va sortir d'ici 1 mois ou 2 rapidement. Et donc c'est vraiment de capitaliser sur l'entrepreneuriat. Et justement par cette capitalisation et ces investissements, on saura que une entreprise sur laquelle on met 10 000 euros va pouvoir embaucher 10, 15 personnes qui vont pouvoir faire vivre chaque personne 10 personnes, donc 150, et donc la subsistance sera le moyen après. Mais le premier canal sera l'entrepreneuriat. Et donc c'est aussi un moyen de pouvoir canaliser cette structuration et ces fonds qui vont arriver. Après, je pense qu'il y aura d'autres moyens et d'autres choses qui vont se faire et qui pourront se mettre en place. Mais oui, suivez-le. Normalement sur le sujet, c'est vrai qu'en fait c'est très intéressant de voir quand même de voir ce montant. C'est que déjà d'une base, j'ai eu déjà la chance de travailler dans une agence de Western et j'ai vu quand même déjà la majorité des transferts se fait par les Africains. La majorité des clients que nous on a, c'est les Africains. Et j'ai fait une fois que j'étais de demander à un de mes clients, il revenait presque tous les jours. Et mais pour qui il n'a pas l'argent, il envoie presque 400 euros par mois, 500 euros par mois, une partie sur lui. Et il me dit, ouais, c'est pour la famille, mais tu penses pas que ce serait plutôt bien, si tu crées un truc pour ta famille là-bas? C'est comme vous le dites, en fait, ce serait bien d'orienter cet apport-là vers un optique entrepreneuriale. Ce serait vraiment l'idéal. Parce que déjà, sur une base où on parle du fait que en Afrique, il y a beaucoup de chômage. En Afrique, il y a plein de besoins, il y a plein de secteurs qui sont restés, inexploités. Et ce serait quand même, une réelle opportunité si on pouvait monter un fonds d'investissement, comme vous faites, qui pourrait vraiment, apporter, une réponse à ces besoins-là. Voilà. Du coup, c'est vraiment important de faire ce genre de. Pour ajouter un peu ce que vous dites, il y a un sujet passionnant et brûlant ces dernières années, c'est le franc CFA. Et moi, je me dis, c'est peut-être sur ce sujet, on peut quand même se mettre d'accord que 1 euro égal à 655 francs CFA peut aider, dans ce cadre-là, à effectivement
mettre beaucoup de fonds sur le continent ou pas. Et pour une fois, positiver cette monnaie qui est tant décrite. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Sans rentrer dans la problématique. Je vois pas trop en fait pourquoi 1 euro par rapport au 655 ça apporterait plus. C'est ce qui se passe depuis maintenant 20 ans, je pense, hein, voilà. Plus. Plus. Mais je pense pas qu'il faut rester juste sur cette problématique du franc CFA qui est adossé au franc et à l'euro ou à autre. On arrive, entre parenthèses, là je vais parler de l'Afrique et des Africains qui sont sur le continent africain, à vivre avec ce franc CFA. Je ne dis pas que je suis pour ou contre ou quoi, je dis voilà, il y a un réel. Aujourd'hui, pour le changement, je pense que ça doit aussi arriver par l'Afrique, les Africains, et non pas toujours par la diaspora ou l'Europe. Et par rapport à ça, ce franc CFA arrive vers sa fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle monnaie qui est en train de se mettre en place dans l'Union africaine. Voilà, il y a la CEDEAO, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont vers le mieux pour l'Afrique, de l'Afrique pour l'Afrique. Voilà. Et ça, c'est aussi une dernière question pour sûrement conclure cette émission. On a parlé, depuis le début, on parle de la diaspora, le poids, l'importance de cette diaspora. Est-ce que cette diaspora doit s'engager politiquement? Est-ce qu'elle doit s'engager politiquement? Je te laisse commencer. Alors en fait, c'est vrai que c'est important que la diaspora ait un enjeu politique. Okay, c'est vraiment des politiques politiques parce que nous sommes une représentation, une sorte d'extension étatique, okay, de notre gouvernement, mais vers notre pays d'accueil, là nous sommes actuellement. Donc là, il faudrait vraiment qu'on arrive à créer une sorte de contexte un peu nationaliste, si je peux dire ça, nationaliste, de notre pays d'accueil. Ok. Et voilà, du coup, il faut pas forcément s'intégrer dans les pratiques politiques de notre pays d'origine, non, pas forcément, mais quand même respecter et avoir les enjeux politiques. Les enjeux politiques. Vers un enjeu économique. C'est là où on va. Pour terminer, je dirais, faut peut-être pas garder le terme politique comme on le voit. La politique politicienne. Mais ne pas oublier que la politique, c'est la gestion de la communauté. Et pour gérer la communauté, il faut faire partie de la communauté. Et donc, quand on fait partie d'une communauté, on s'investit et on fait tout pour que sa communauté avance. Et donc, la diaspora, si elle veut avancer aussi dans de meilleures conditions, elle doit s'immiscer dans la gestion de sa communauté. Et donc, faire de la politique. Super, parfait mot. C'est ça, parfait mot de fin. Pour gérer la communauté, il faut faire partie de la communauté. Donc pour gérer les communautés, pour s'impliquer en Afrique, il faut faire partie de la diaspora. Merci à mes invités, merci Cyrilo, merci d'avoir participé à cette émission. Vous n'hésitez pas à partager, à rebondir sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Merci. Merci.